Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de déballage de boîtes. On continue le marathon aux confins de la Terre. Cette semaine on est sur les cartes gardiens. Troisième vidéo sur 5 consacrée aux cartes mono-gardiens. Et on commence avec le coup de pied rotatif. Et une pensée pour le traducteur, à qui on avait fait des remarques sur ses traductions de techniques de combat dans le jeu de cartes Marvel Champions, dans lequel il y a, il me semble, une carte qui s'appelle coup de pied en balancier, ou un nom comme ça. Bref, donc coup de pied rotatif, un événement de niveau 1 qui coûte 1, trait esprit, tactique et ruse, combattre, ajoutez votre agilité à votre valeur de compétence pour cette attaque inflige plus un dégât. Si vous réussissez, échappez automatiquement à l'ennemi attaqué. Donc un événement de combat. Oh, je me rends compte que j'ai oublié un truc, j'ai l'impression. Non, bon. Dans quelle heure j'ai fait ça? Alors déjà, les investigateurs, qui va être intéressé? Skids, il va attaquer à 7. Mark Carrigan, pour lui, c'est une attaque avec une valeur de compétence de 8. Sans surprise, Lily Chen, qui peut jouer la carte et qui est sur l'illustration, elle fait une attaque à 7, et grâce à ses disciplines, potentiellement 9. Donc, voilà, c'est 1, 2, 3. Ces 3 investigateurs-là vont pouvoir faire une attaque avec une bonne valeur de compétence de 7 à 9, avant même d'avoir des alliés ou d'autres bonus passifs. Très bien. Quand on ajoute 2 valeurs de compétences, de toute façon, c'est toujours bien, et d'autant plus quand on joue à des niveaux de difficulté élevés. Autre chose importante, une évasion automatique en cas de réussite de l'attaque. Alors au moment où j'enregistre, j'ai déjà vu la vidéo que Manfomlang, Nate Winslow, je crois qu'il s'appelle, et Matastrophique ont consacré à la carte, et il disait c'est l'évasion automatique, c'est très important contre les ripostes. Premier ennemi avec riposte qu'on rencontre, le prêtre ghoul. Donc voilà, vous l'attaquez, il a une valeur de combat de 4. Si vous jouez cette carte-là, c'est parce que vous avez encore une fois une valeur d'attaque de 7 à 9. Quasiment sûr de réussir votre attaque. Vous avez échappé automatiquement au prêtre ghoul. Il est incliné, il ne peut plus riposter, et maintenant tout le groupe va l'attaquer. Vu qu'il n'y a plus de crainte de riposte, on tente. On l'a à la fin du premier scénario. Alors, si vous voulez jouer le coup de pied rotatif au premier scénario, il faudra utiliser In the Thick of It, j'ai pas le nom en français en tête. Bref, pour avoir l'expérience nécessaire pour jouer la carte, mais en tout cas, vous êtes à la fin du scénario, vous voulez vaincre cet ennemi, il est incliné, il n'y a plus à se soucier de la riposte, tout le monde y va. Tout le monde l'attaque avec sa force, avec son agilité, on attribue les cartes de la main. Voilà, c'est un peu la ruée. Autre chose intéressante, que ça soit contre lui ou contre un autre, l'ennemi, l'ennemi, vous lui avez échappé, il est incliné. Phase d'entretien, s'il n'est pas vaincu, il se redresse, et il réengage automatiquement. Si vous jouez Zoé, au moment de l'engagement, vous gagnez une ressource. Si vous avez sa croix, vous transformez cette ressource en un dégât. Donc imaginons, vous faites la campagne de la nuit de la zélatrice, premier scénario. Zoé entre dans le lieu. Elle entre dans le lieu. Je suis en train de réfléchir dans ma tête en même temps que je parle. Elle entre dans le lieu. Elle est engagée par le prêtre ghoul, une ressource. Avec la croix, elle fait un dégât. Ensuite, avec sa deuxième action, elle a dépensé une action pour entrer. Deuxième action, elle fait une attaque. Si c'est réussi, elle fait 2 dégâts. Donc elle en est maintenant à 3 dégâts. Le prêtre ghoul est incliné. Elle va faire une deuxième attaque, donc avec une arme. Si elle réussit, elle inflige 2 dégâts, et elle en a un total de 5. 1 pour l'engagement,
2 pour le coup de pied, 2 avec son arme, ça fait 5 dégâts. L'autre investigateur, qui a priori est plutôt spécialiste en enquête, il va essayer de faire une attaque avec j'ai un plan, avec l'événement du pack d'Harvey dont j'oublie toujours le nom, ou avec rituel de sang. Voilà, il fait un maximum de dégâts. Phase d'entretien, le prêtre Ghoul se redresse. À ce moment-là, si je dis pas de bêtises, on a pu redresser la croix de Zoé, on choisit l'ordre de redressement. Donc on redresse d'abord la croix, puis on redresse le prêtre Ghoul, il engage Zoé, une ressource, un dégât. Donc Zoé, à elle seule, elle a fait 6 dégâts. Le prêtre Ghoul, au maximum, il lui reste 4 points de vie, moins si le chercheur a pu faire des dégâts. Voilà. Alors, un événement qui inflige des dégâts, encore une fois, Nathaniel Cho, il peut rajouter un 3e dégât, et comme la carte a le trait esprit, il va tutorer avec les gants de boxe. Alors, remarque, jusqu'à présent, je regarde à côté de moi, jusqu'à présent, toutes les cartes gardiens du pack, à l'exception du permanent, mais en tout cas tous les événements du pack, ont le trait esprit, donc sont potentiellement intéressants pour Nathaniel Cho. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre sur la carte ? Elle a le trait tactique, donc on peut la mettre sous s'en tenir au plan. Pourquoi on ferait ça ? Parce que c'est une solution d'évasion automatique. Donc tout simplement, on garde la carte à portée de main pour que dès la rencontre d'un ennemi coriace, on fait une attaque, alors encore une fois avec une valeur de compétence de 7 à 9 a priori. L'ennemi, s'il est coriace, il va avoir 4, 5 de valeur de combat, je pense. Donc on a quand même une bonne marge. Si nécessaire, on attribue des cartes. L'ennemi, on lui a échappé. Mettons que l'ennemi était généré dans le lieu, ça veut dire que on se retrouve dans le même lieu que lui pendant la phase du mythe, phase d'investigation, première action pour l'attaquer, lui faire 2 dégâts, lui échapper automatiquement. Deuxième action pour lui infliger normalement 2 dégâts. Donc un investigateur lui a fait 4 dégâts. Troisième action, l'investigateur sort du lieu. Phase d'entretien, l'ennemi se redresse dans le lieu A. Round suivant, j'avais complètement oublié ça, mais round suivant, on est dans un lieu connexe et on peut donc jouer la copie d'explosion dynamite qui est sous s'en tenir au plan. Bien évidemment, il faut avoir les ressources, mais voilà. On a laissé derrière soi un ennemi à qui on a fait 4 dégâts. Maintenant, on joue cet événement, on lui fait 3 dégâts automatiques. Voilà. Et enfin, qu'est-ce qu'il y a d'autre sur la carte ? Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme trait ? Ruse. Qui a accès à ruse ? Rita Yang, pour elle, c'est une attaque à 8. Donc elle paie la carte. Alors elle la paie combien déjà ? 1. Une ressource, ça va. Elle paie une ressource, elle fait une attaque à 8. Comme c'est Rita, probablement elle a en jeu Peter Sylvestre et les chaussures de course, donc elle fait en fait une attaque à 10, quasiment sûre de réussir. Elle fait ses 2 dégâts, et après avoir échappé à l'ennemi, le fait que ça soit automatique et qu'elle n'ait pas réussi un test, ça change rien. Soit elle lui inflige un 3e dégât, soit elle se déplace vers un autre lieu, encore une fois, pour mettre de la distance. Et éventuellement, en se déplaçant, elle entraîne avec elle un investigateur qui joue protection rapprochée. Mais en tout cas, la combinaison des deux pour, dans le cas où vous voulez vaincre l'ennemi, en une action, vous infligez les 2 dégâts de façon quasiment sûre, puis, grâce à la réaction de Rita, vous infligez un 3e dégât, l'ennemi est incliné, vous pouvez lui faire une attaque sans craindre la riposte. Au passage, un truc que j'ai pas mentionné, comme l'évasion est automatique, vous prenez pas le risque de rater une évasion et de vous prendre l'alerte. Donc que l'ennemi ait riposte ou alerte, vous êtes quasiment sûr de l'incliner sans vous prendre aucune attaque en contre-coup. Et maintenant, Rita, elle peut par exemple utiliser sa 2e action pour tirer avec l'arc, pour faire 3 dégâts de plus. Elle en est maintenant à 6. Et si c'est
toujours pas suffisant. Elle va utiliser sa dernière action pour recharger l'arc, l'ennemi étant incliné. Ah non, pardon. Si l'ennemi n'est pas vaincu, par contre, il faudra... Je m'embrouille moi-même. Non, c'est bien ça. On a échappé automatiquement à l'ennemi, donc il est incliné, pas de problème. Troisième action, on recharge l'arc. Donc Rita a fait 6 dégâts à l'ennemi. Elle a de nouveau une flèche encochée sur son arc. Round suivant, première action, elle fait un tir et si l'attaque réussit, bien sûr, elle totalise 9 dégâts, elle toute seule. Et l'autre investigateur ou les autres investigateurs peuvent essayer de faire quelques petits dégâts et l'ensemble doit permettre d'arriver à vaincre la majorité des ennemis, y compris les costauds. Autre remarque, la carte à lettré tactique ou ruse, c'est donc une cible pour Chuck Fergus. Voilà, quand vous jouez un événement tactique ou ruse, inclinez Chuck Fergus, choisissez 2 options. L'événement gagne rapide, donc on dépense pas d'action. Il coûte 2 ressources de moins, donc il devient gratuit. Ou on a plus 2 à sa valeur de compétence, donc on teste à force plus agilité plus 2. Et Chuck Fergus est particulièrement intéressant dans un deck Skids O'Toole. Donc, on va par exemple choisir, comme une ressource c'est pas grand chose, on va choisir rapide et le boost de compétences. Donc, on va faire une attaque à valeur de compétence de 9 sans dépenser d'action. Et derrière Skids O'Toole, il va soit, je sais pas moi, tirer à l'arc ou effectuer, ou jouer l'événement qui fait des dégâts automatiques à un ennemi incliné, ou utiliser l'événement qui fait des dégâts, qui fait une attaque à l'agilité pour faire 3 dégâts. Voilà. Je confonds toujours entre attaque surprise, attaque par derrière. Enfin voilà, donc un bon événement d'attaque pour Skids O'Toole dans un deck qui joue Chuck Fergus. Et encore une fois, comme je le disais dans la vidéo précédente, Skids O'Toole, il peut jouer un deck réussite par X ou plus, et en faisant une attaque avec une valeur de compétence de 9, il a toutes les chances de déclencher ses coups vicieux de niveau 2, ses étuis à cigarette porte-bonheur de niveau 3, présence d'esprit ou autre. Voilà. Donc au final, le coup de pied rotatif, même chose, c'est une très bonne carte, notamment grâce à l'évasion automatique, mais le truc c'est que moi, dans mon style de jeu, les gardiens se battent avec des soutiens. Aussi dans mon style de jeu, quand je veux avoir un investigateur qui échappe aux ennemis, je choisis pas un gardien. Je choisis Rita Young, je choisis Finn Edwards, je choisis un truand qui a 5 d'agilité, mais pas un gardien. La seule exception, c'est la prochaine fois que je joue un deck Nathaniel Cho, éventuellement j'envisagerai ça. La carte suivante, c'est posture défensive, une compétence de niveau 1 qui n'a pas d'icône, très entraîné et expert. Tant que posture défensive est dans votre main ou attribuée à un test de compétence, elle gagne autant d'icônes de force que votre valeur d'agilité et autant d'icônes d'agilité que votre valeur de force. Alors, par quoi on commence ? Donc c'est une carte de compétence qui va pouvoir remplacer maîtrise et dextérité pour le style d'icône, qui pourra avoir beaucoup d'icônes, on en parlera plus tard. Par contre, il y a un truc important à noter, il n'y a pas d'icône tant que c'est pas soit attribué à un test, soit dans votre main. Donc, la perfection vient de l'entraînement, ça ne marchera pas, parce que quand vous cherchez dans votre deck, vous trouvez une carte compétence qui n'a pas d'icône, une carte compétence qui n'a pas d'icône ne peut, de façon générale, une carte qui n'a pas d'icône ne peut pas être attribuée à un test de compétence, sauf si dans le texte il y a marqué
vous pouvez attribuer cette carte à un test de compétence. Par exemple sur la carte Garder courage. Donc, c'est dommage, on ne peut pas envisager de mettre posture défensive dans un deck Mark Harrigan pour avoir une compétence entraînée de plus à tutorer. C'est un point important. Du coup, si on regarde les investigateurs, pour qui c'est intéressant? Amanda Sharp, elle a accès à toutes les compétences entraînées de niveau 0 à 3. Elle a son effet de mettre une carte de sa main, idéalement une carte compétence, sous sa carte identité pour pouvoir l'attribuer à tous les tests du round. Mais, encore une fois, posture défensive n'est pas attribuée à un test, n'est pas dans sa main, donc il n'y a pas d'icône, donc ce n'est pas attribuable. Donc on oublie pour Amanda Sharp. Pour Mark Harrigan, cette compétence est formidable parce qu'elle a 3 icônes de force, vu qu'il a 3 d'agilité, et 5 icônes d'agilité. Donc c'est vraiment... c'est une compétence avec 8 icônes. Que dire de plus? Alors dans la vidéo de Man From Lang et de ses 2 comparses, il disait il y a un scénario du cercle brisé, ce genre de compétence est formidable. Ensuite, le reste du temps, plus 3 en force, ouais c'est très bien, mais il y a d'autres compétences qui vous donnent au moins plus 3 en force et qui ont des effets intéressants. Par exemple, audace, ça vous fait piocher une carte. Le plus 5 en agilité, je sais pas, Mark Harrigan, il combat, il essaie pas trop d'échapper, sauf si vraiment il a pas le choix. Lily Chen, bien évidemment, ça lui fait plus 3 en force, qui va être génial. Plus 4 en agilité, faudra voir quand est-ce qu'elle voudra faire un test d'agilité pure. Parce que, petit rappel, moi je me suis fait avoir pendant longtemps, le coup de pied rotatif, c'est une action de combat, auquel on teste sa force, et quand on ajoute des icônes, c'est des icônes de force. Le fait d'ajouter l'agilité, ça ne change rien au fait que les icônes ajoutées sont uniquement les icônes de force. Donc si elle attribue posture défensive, elle se donne plus 3 en force, grâce à ses 3 en agilité, mais elle se donne pas 4 en agilité du fait de ses 4 en force. Donc pour une attaque, peu importe les compétences rajoutées en plus de la force, elle se donnera 3 en force. Par contre, si elle fait une évasion basique, elle s'ajoutera 4. Voilà. Et Skids O'Toole, il a 3 et 4, donc c'est une compétence avec respectivement 4 et 3 icônes. Ça pourra lui servir, par exemple, pour Kuba, qui fait une action de combat à laquelle il ajoute son agilité. Donc concrètement, normalement, il fait son combat à 7, et là, il ajoutera 4, donc il fera une attaque à 11. Une attaque à 11, comme si une attaque s'inflige un dégât, en cas de réussite avec une différence de 1 ou plus, ce qui est pas dur, il échappe automatiquement à l'ennemi, et en cas de réussite avec une différence de 3 ou plus, encore une fois c'est pas dur, il reprend la carte en main. Donc pour résumer, que je retrouve où c'est, voilà, pour résumer, posture défensive, ça va être une carte de compétence avec plein d'icônes, mais ça donne plein d'icônes. Si vous jouez pas en difficile ou en expert, plus d'icônes que nécessaire, ça donne aucun effet autre, je sais pas de pioche de cartes comme par exemple maîtrise ou dextérité. C'est pas tutorable avec la perfection vient de l'entraînement. Y a tout un tas de combinaisons qui sont pas possibles, du coup c'est pas une carte qui m'attire pour le moment. Peut-être que je trouverai un deck dans lequel ça rentre bien. Et du coup on continue sur la lancée des cartes gardiens qui ne m'enthousiasment pas. Bon voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je devrais rester dans les 20 minutes à peu près pour chacune des 3 premières vidéos. J'espère que cette vidéo vous a intéressé, que vous avez peut-être trouvé des idées pour vos futurs decks.
Si vous avez déjà testé, si vous avez déjà trouvé des façons de bien employer cette carte, si vous n'êtes pas d'accord avec un truc que j'ai dit, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Moi, pour le moment, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Au revoir.